Bonjour, 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 tout le monde. Salut Chut, salut Chino, salut Azazel, mais il y a déjà eu un raid? Il y a déjà eu un raid? Incroyable, on n'avait même pas commencé, merci beaucoup. Alors là, du coup, le chat que je rattrape maintenant ne m'affiche pas d'où venait ce raid, mais écoutez, merci infiniment à qui m'a raidé et bienvenue, bienvenue. S'il y en a qui me connaissent pas du coup parmi les gens qui nous regardent aujourd'hui, donc je m'appelle Judith, j'ai une chaîne YouTube et une chaîne Twitch que vous
pouvez le voir, qui s'appelle Demoiselles d'horreur, sur lesquelles je fais des analyses de mise en scène de films d'horreur centrés autour des personnages féminins, je fais des critiques live comme ça va être le cas ici, et sur Twitch je stream aussi des jeux d'horreur tout simplement. Voilà. J'ai moins de maquillage que mercredi, oui, effectivement, parce que du coup, Chino fait référence au fait que mercredi, j'ai eu la chance d'être invitée dans l'émission Jour de Play sur Arte, enfin la chaîne Twitch d'Arte. L'émission Jour de Play, c'est une émission d'actu jeux vidéo menée par une équipe superbe composée de Gotos, Queen Apple, Médoc et Maudit. Et chaque édition, ils ont un ou une invité. Et pour leur émission spéciale Halloween, ils m'ont fait l'honneur de m'inviter moi. Et comme c'était une spéciale Halloween, et ben on était déguisés. C'était trop cool. Eux, ils étaient tous en membres de la famille Adams. Gotos, il était en oncle fétide, c'était incroyable. Le costume, le maquillage était parfait. Genre, c'était à s'y méprendre. On aurait dit Christopher Lloyd dans les films, c'était parfait. Médoc était en mercredi, c'était très très drôle. On l'a beaucoup vanné sur le fait qu'il ressemblait plus à un dealer de drogue mexicain, mais c'est très drôle. Salut tout le monde. Ah, c'est Sector Down qui m'a raid. Mais merci beaucoup, merci infiniment Sector Down. Merci beaucoup. En plus, vous arrivez tout pile du coup. Salut Robo Sensei, salut Sector Down du coup, salut Verge de Fer, salut Pézoulet, incroyable. Bates Channel, merci tout le monde d'être ici. Et ça fait plaisir Zazel. Moi j'étais déguisée et je l'avais annoncé en plus ou moins. J'avais pris le make-up de Monica Bellucci dans Beetlejuice 2. Dans ma critique du film, j'avais dit que ce personnage servait terriblement à rien, si ce n'est qu'elle était très stylée et que ça faisait un très bon costume d'Halloween. Et j'ai dit que j'en prenais bonne note dans la vidéo d'écran large que j'ai faite sur le film. Et voilà, ça a été l'occasion. Comme il fallait se déguiser, j'ai dit let's go, ça matchera bien avec l'ambiance famille Adams. Chino, tu dis il se trouve que j'ai pas été aux nouilles rampantes à la BPI parce que j'ai bu un coup avec Queen Apple. Écoute, c'est vraiment la seule excuse que je puisse accepter. Donc tu as de la chance, voilà. Salut Gufrom. Et merci à toutes les personnes qui s'expriment pour la première fois dans le chat. Donc aujourd'hui, nous allons faire une critique de Smile 2. N'hésitez pas, alors comme d'habitude je préviens simplement pour les personnes qui n'ont pas vu le film que je vais spoiler. Je me dis qu'à cette date, comme il démarre plutôt bien, il y a peut-être pas mal d'entre vous qui vont l'avoir vu. Salut Bouche 2105, enchanté. Donc je vais parler de Smile 2, voilà, c'est les streams critiques, comme j'essaye d'aller un petit peu en profondeur entre guillemets, enfin modestement, je spoil les films, donc sachez-le. Si jamais d'ailleurs j'ai un ou une modo, je sais pas si j'en ai qui soient présents, n'hésitez pas à épingler un message à ce sujet, j'ai oublié de le faire. Salut Osvin. Sachant que le spoiler c'est pas forcément un truc qui va vous gâcher un film, si un film est réussi, le fait que vous sachiez déjà ce qui va se passer, ça peut enlever de la surprise, ça va pas non plus vous le gâcher, donc vous avez le droit de vous en fiche. Et sinon, sachez que le replay de ce live sera dispo sur Twitch pendant 2 semaines environ, et que de toute manière, j'en posterai aussi le replay sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas. Terrible, je vais malheureusement le voir seulement demain. Ah, désolé Azazel, bah écoute, n'hésite pas à revenir sur les replays du coup plutôt. Hey, Dark Chirac, merci, tu es désormais un mélos de Cestonie spatiale. Waouh, incroyable. Merci beaucoup pour cet abonnement. Moins de 16 ans, oui, absolument, Gufrom, c'est ça, moins de 16 ans, et c'est vrai que le film est assez gore, effectivement. Donc au fur et à mesure que moi je vais vous dire ce que j'ai envie de dire sur le film, ce que j'ai à vous proposer dessus, comme lecture, plus ou moins, comme avis, n'hésitez pas, évidemment, à réagir dans le chat pour que ça, comme vous l'avez déjà vu sur les streams précédents, pour que ça alimente la conversation. Voilà. Voilà pour cette introduction. Donc... Smile 2, donc, qui est sorti mercredi dernier, j'ai eu l'occasion de le découvrir en avant-première au Grand Rex parce que Paramount avait organisé, comme ça arrive, une avant-première un peu influenceur, c'est-à-dire une avant-première sans l'équipe du film, où est invité éventuellement de la presse, mais aussi beaucoup d'influenceurs qui sont pas forcément spécialisés en cinéma, mais les distribs comptent un peu sur ce genre de séance parce qu'en général il y a des goodies, il y a du popcorn gratuit, il y a de la déco, il y a de l'animation qui est faite, comptent sur ce genre de séance pour que en fait les influenceurs réagissent beaucoup et postent des photos de la séance sur leur réseau. C'est pour ça qu'on a un photocall, même si on n'est pas des stars, on pose devant une affiche avec le titre du film, etc. On fait un micro-trottoir après, ce genre de choses. Salut Fincher. Et salut... Oh, je vois pas le nom en entier. Salut Gomphidius, comment vas-tu?
Et donc, puis on a droit à des plus 1 aussi, donc ça ouvre un peu. Voilà, c'est en fait le but de ces séances qui se multiplient maintenant, c'est de plus en plus courant, c'est d'avoir du bruit en fait qui se fait sur les réseaux sociaux à travers justement un regard qui est pas trop critique. Donc voilà, on peut aimer ou pas cette démarche. Moi, du coup, j'ai eu la chance d'être invitée à ce genre de séance assez rapidement parce que comme au départ, j'étais plus identifiée comme toute petite influenceuse hein, avec ma chaîne YouTube plutôt que comme presse, vu qu'à l'époque j'étais pas encore à écran large, bah, du coup je suis encore un peu dans ce genre de circuit, donc j'ai la chance d'avoir d'un côté les projections presse, où là c'est vraiment que journaliste, et aussi ce genre de projections plus fun, mais aussi du coup comme on n'est pas sur un public spécialisé, on est sur un public, et c'est assez marrant dans le cas des films d'horreur, qui du coup réagit beaucoup. Alors c'est vrai que c'est aussi parfois un public qui parle beaucoup, enfin qui est pas toujours spécialement cinéphile, ça dépend. Mais là, c'est vrai qu'il y avait des aspects un peu compliqués de gens qui parlent pendant la séance et des vigiles qui sont obligés de fliquer que les gens sont pas en train de filmer l'écran avec leur portable pendant le film et ce genre de choses. Donc il y a des aspects un peu relous, les gens crient, mais bon, encore une fois, ça apporte aussi des choses à la séance et c'est bien de vivre ce genre de séance aussi et pas que des projections presse avec que des journalistes, des vieux de la vieille, etc. Euh, Juste dommage à cette séance, c'est vrai que comment dire, il y a un certain youtubeur quelque peu accusé de différentes choses, hein, notamment accusé de viol et autres, et Merci Spooky pour l'abonnement, tu es un Oreya roux mélomane. Je sais pas combien de chauves-souris tu as été depuis le début depuis la création de cette chaîne, mais assez incroyable. Et on parle, utilisateur anonyme, on parle de l'avant-première de Smile 2 au Grand Rex lundi 14 octobre. Et donc oui, effectivement, on a été plusieurs à remarquer, hello Miramira97, que tout simplement Indepanda était à la séance et on a été beaucoup à être pas super content de ça parce que bon, autant à l'époque où il n'y avait entre guillemets que les accusations, il y a beaucoup de gens qui se disaient on sait pas, il a pas été condamné, tout machin. C'est un peu plus compliqué maintenant que l'année dernière, Numérama a quand même sorti une grosse enquête avec pas mal de captures d'écran à l'appui, qui prouvent pas nécessairement le viol, mais qui prouvent qu'il a effectivement sollicité auprès de fans mineurs des nudes et des conversations à teneur sexuelle, quoi, avec des fans. Non seulement des fans en soi, c'est pas bien d'entretenir ce genre de relation parasociale, clairement, ce genre d'emprise, mais en plus des fans mineurs. Donc bon, là je pense qu'on était quand même tous d'accord pour dire qu'on n'avait pas envie de voir ce type à ce genre d'événement, parce que c'est un type dangereux, quoi. Et qu'on espérait qu'on n'aurait plus affaire à lui dans ce genre de cadre. Mais manifestement, comme tout le monde avait droit à un plus un, parce qu'on a été plusieurs personnes à écrire à Paramount en disant écoutez, la séance était top, en revanche, ce genre de choses, si ça pouvait ne pas se reproduire, ça nous arrangerait, parce qu'il est dangereux, tout simplement, et que c'est pas normal qu'il soit présent en toute impunité à ce genre d'événement et qu'il continue à faire son beurre sur ce genre de choses. Et apparemment, en fait, il a été invité par quelqu'un qui l'a pris en plus un. Donc là, malheureusement, Paramount, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Donc bon, on espère juste que ça se reproduira pas, mais ils peuvent pas promettre et lui il donne tellement l'impression de faire absolument tout pour s'incruster dans ce genre d'événement et continuer de faire croire qu'il est dans le game, parce qu'il est dans le game dans le sens où il continue de faire des vues, il continue de faire des écoutes sur son podcast, hein, mais il est quand même normalement moins invité à ce genre d'événement, normalement, et en fait, du coup, sur les réseaux, il peut continuer en se faisant inviter comme ça, en étant le plus un de personnes qui sont elles réellement invitées, à faire croire qu'il est toujours admis par ce genre de cercle et salir au passage l'image de distributeurs qui ont pourtant fait attention à ne pas l'inviter. Donc voilà. Pezoulay in the Panda, donc il maintenant se fait connaître sous son vrai nom, Victor Bonnefoy, qui est un youtubeur cinéma qui est dans le game depuis longtemps, mais qui donc a beaucoup d'accusations aux fesses en tout genre. Il a refait une chaîne YouTube et un podcast à lui tout seul, c'est ça? Oui, plus ou moins de chino. Après, voilà, je vais clore le sujet là-dessus parce que, encore une fois, donc, de ce que m'a assuré Paramount, c'est pas eux qui l'ont invité, donc j'ai pas à les incriminer là-dessus. Et de plus, j'ai pas envie de faire davantage de pub que ça à ce type, mais pour dire que sur ce genre d'événement, que chacun fasse attention parce que il s'incruste. Voilà. Mais c'est dans sa nature de ne pas comprendre un nom. Il ne regarde même pas la liste des plus un. Non, 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 c'est vrai que par contre, c'est le genre de séance où on n'avait pas spécialement besoin de donner le nom de son plus un. Moi, j'ai ramené mon copain, j'ai pas eu à donner son nom. Tu es un qu'un Dupont d'Ignace.
Mais l'inviteur n'est pas très malin d'avoir invité une panda. Ouais, bah écoute, il y a quand même encore beaucoup qui sont potes avec, je suppose, ou en tout cas qui considèrent que c'est pas grave ce qu'il a fait, ou que le bénéfice du doute, ou etc. etc. Non, Paramount n'a pas communiqué publiquement sur le fait que c'était un plus un, Gomphidius, mais aussi parce que tout simplement, euh, il a pas été publiquement, il n'est pas apparu dans le micro-trottoir, il n'y a pas eu de photo officielle avec lui. Donc en fait, nous, on l'a su entre nous qu'il était là, parce que plusieurs personnes l'ont vu et qu'on se l'ait dit, etc., qu'on s'est prévenu. Mais officiellement, je suis pas sûre qu'il y ait eu des preuves. Après, j'ai pas regardé ses stories à lui, j'ai pas vu s'il avait fait des posts pour dire qu'il était à l'avant-première, etc. Euh, Officiellement, il était pas forcément là, tu vois. C'est nous qui l'avons vu, qui nous sommes passé le mot, etc. Mais il n'y a pas de preuve officielle qu'il était là, donc il n'y aurait pas tellement de sens à ce que Paramount attire la lumière dessus et communique sur le fait que c'était juste un plus un. Voilà. Ah oui, tu t'as vu la vidéo, il essaie de se défendre, ouais, bah écoute. Oui, oui, il y a aussi le Paris Festival, pardon, qui l'avait invité et comme ça a fait un tollé sur Twitter, ils ont tout de suite dit ah mais en fait on n'était pas au courant des accusations, on le désinvite. Moi, j'aurais tendance à croire que c'est encore possible aujourd'hui de pas être au courant de ces accusations. Ce qui est plus dommage, c'est de pas juste googler le nom de la personne que t'invites, parce que lui, il y a tout de suite des résultats extrêmement incriminants qui ressortent. Donc c'est juste dommage qu'ils aient pas fait cette démarche. Après, au moins, ils ont quand même très très vite réagi, ça c'était cool, et ils l'ont tout de suite désinvité. La prochaine fois, ce serait juste cool qu'ils fassent le fact-checking en avance et que ce soit pas toujours aux féministes qu'on accuse de toujours gueuler, parce que du coup elles sont obligées de le faire vu que les autres font pas le boulot, et de simplement réagir en conséquence. Merci Dark Chirac d'offrir un sub à Mira Mira. Et alors, Fincher, tu as pensé quoi du premier film sinon? Alors, je vais arriver du coup sur les films, comme je disais, je vais un peu clore le sujet de Winnie the Panda parce que j'ai pas envie de passer plus de temps sur ce type. Euh... Si, Chino, quand tu tapes son nom sur Google, ça ressort tout de suite. Il fallait rester en mode smile tout le long du film pour avoir une invite plus 1. Non, heureusement, l'invite plus 1, elle arrivait avant le film, du coup. Donc, le premier film, donc pour revenir un petit peu voilà, sur le sujet qui nous intéresse, les deux films sont écrits et réalisés par la même personne, Parker Finn, qui, je vais commencer à mettre les images d'ailleurs, puisque j'ai fait un diaporama cette fois, normalement j'ai fait les choses correctement. Voilà. Donc Parker Finn, qui n'est pas la personne qu'on voit à l'écran, c'est l'acteur Lucas Gage, a écrit et réalisé les deux films. Donc ça c'est plutôt cool parce que ça se ressent, enfin c'est pas un détail en soi, parce que ça se sent que les deux films, même si ce sont des séries B d'horreur qui ont des aspects extrêmement classiques et on va y revenir, ça se sent que elles ont qu'il y a une démarche artistique extrêmement cohérente derrière, qui se tient et qui est la vision d'une même personne qui est un auteur quelque part réellement, je trouve. Euh, Donc Parker Finn, c'est un réalisateur américain qui, auparavant, n'avait réalisé que des courts-métrages, donc avant le premier Smile. Il avait réalisé un court-métrage qui s'appelle, alors je l'ai noté parce que je les ai pas vus, le premier s'appelait The Hide Behind, et le deuxième s'appelait Laura Hasn't Slept, et justement le premier Smile est une réadaptation en long métrage du court-métrage Laura Hasn't Slept. Oui, c'est une suite directe, Gufram, on va y revenir. Le premier film était sorti en 2022. L'actrice principale, c'était Sosie Bacon, qui était une actrice que moi je connaissais pas par ailleurs, mais qui était vachement bien. Et donc, alors oui, je suis désolée parce qu'on va aussi spoiler le premier film. Je répète pour les gens qui seraient arrivés en cours de route. On va spoiler les films sur ces critiques qui essayent d'aller un petit peu aux profondeurs. On va raconter l'histoire des films. Donc, je répète, si vous voulez voir le film avant de voir cette critique, quittez ce live, il n'y a pas de souci. Et le replay sera disponible aussi bien sur Twitch que sur ma chaîne YouTube. Donc, à la fin du premier Smile, Sosie Bacon, enfin le personnage de Sosie Bacon, appelé Rose, mourait. Et donc là, ce film-là commence après sa mort. Il n'y a plus du tout Sosie Bacon dans ce film, mais il y a un lien qui est fait dans l'histoire. J'y reviendrai. Question conne, mais il avait fait une école de ciné avant de ses courts-métrages. Parker Finn, je sais pas, utilisateur anonyme, bonne question. J'avoue que je connais pas assez bien sa vie, et comme il n'est pas encore très connu comme réalisateur, sa page Wikipédia est pas très fournie, et je suis pas allée chercher beaucoup plus loin, j'avoue, comme je vais plutôt développer sur le film. C'est pas un réalisateur que je connais bien en tant que personne ou quoi, évidemment, parce que c'est pas un réalisateur star encore, donc on n'en sait pas plus que ça. Absolument, Gufram, c'est là où je voulais en venir. Le premier Smile, ça a été l'un des succès notables post-Covid. C'est-à-dire que le film a fait quand même
une belle performance en salle. Il avait un budget tout à fait modeste, enfin correct de film de série B d'horreur, mais modeste à l'échelle des films qui fonctionnent, américains, des films hollywoodiens, on va dire. Il avait un budget de 17 millions. Il a rapporté 217,4 millions de dollars, ce qui était vraiment un joli score pour alors non seulement pour ce genre de calibre, pour ce calibre de film, mais aussi pour voilà, une période, vraiment une sortie de Covid, où Smile a vraiment fait partie des films qui ont relancé l'activité, qui ont redonné l'espoir. C'était un peu la période où on se disait, putain, heureusement en fait que les films d'horreur existent, parce que entre Scream 5 et celui-ci, voilà, ces types de films d'horreur ont vraiment participé du relancement de l'activité des salles, et c'était très cool comme période. Oui, j'avais vraiment bien aimé le premier, Chino, je vais développer. Ça a l'air si malaisant, nous dit Epsilon. Oui, il y a des aspects malaisants. J'aime bien le plan avec la Nora Rouge qui imite les gens qui sourient. La Nora Rouge, je me rappelle. Ah, alors oui. Alors il faut que aussi Smile, j'ai beaucoup aimé le premier film, mais je ne l'ai pas revu depuis sa sortie salle. Donc j'ai beaucoup aimé à l'époque, mais j'avoue que je n'ai pas eu l'occasion de le revoir. Donc sur le premier, je vais pas donner beaucoup de détails de l'histoire parce que mon souvenir est quand même lointain. J'avais aimé parce que je trouvais qu'en fait le film avait une histoire extrêmement classique qui ne fonctionnait que sur des scènes archi-vues et revues de films d'horreur très formatés, très à la Blumhouse, très hollywoodien, voilà, très série B américaine d'horreur classique. Mais je trouvais que du coup, tout en fonctionnant que sur des mécaniques que je connaissais déjà, que je connaissais par cœur, il réussissait à les maîtriser avec une technique et une simplicité qui fait que ça refonctionnait. Vraiment des artifices dont je pensais que plus jamais ça pourrait réussir à me surprendre ou à me faire peur. Là, dans le premier film, ça m'avait complètement emporté parce que... comment dire? Parce que ça me... Ah d'accord, Goomfidius, bah j'essaierai de guetter. Parce que je trouvais que là, en fait, je redécouvrais le plaisir de tous ces jumpscares un peu classiques, de tous ces retournements de situation qu'on attendait, qui, encore une fois, ne nous surprennent pas du tout dans le premier film, mais qui sont juste parfaitement exécutés, avec aucun effet de manche un peu cheap, un peu pourrave. Absolument, Tysider, c'est vrai que The First Omen, il y avait quand même peut-être plus de nouveautés, plus de choses. J'avais fait un live dessus aussi, si jamais vous avez envie de le revoir sur ma chaîne YouTube. Mais dans le même genre, ouais, The First Omen n'était pas révolutionnaire en soi, sauf sur un ou deux aspects peut-être. Mais était hyper bien foutu. Et donc voilà, le premier Smile m'a fait un effet d'absolument rien révolutionner, mais de juste me donner exactement ce que je voulais dans ce genre de choses, et enfin dans ce genre de film, et j'avais passé un super moment, et je m'étais dit, mais voilà, ça fait du bien, et la preuve qu'on peut encore nous resservir pour la centième fois ces mêmes clichés, et toujours les faire fonctionner, et toujours continuer à nous faire flipper avec. Donc ça avait été vraiment une bonne surprise. Surtout qu'à la fin, quand même, le final était assez marquant, parce que même si il était cousu de fil blanc en termes d'écriture, le monstre, au final, la vision du monstre à la fin, était quand même hyper marquante, était quand même dérangeante. Le monstre était vraiment dégueu, et avait un design extrêmement... Ouais, frappant. C'est un monstre qui devient énorme. J'ai pas d'image là dans le diaporama parce qu'il n'y a pas de photos presse qui sont sorties évidemment de la créature. Euh, Et merci pour le follow. Et donc ce monstre, en fait, c'est une sorte de créature qui part d'un corps humain, mais qui se déploie et qui se décuple, et qui finit par donner un truc énorme avec des cheveux filasses et une bouche qui n'arrête pas de s'ouvrir et de découvrir des nouvelles rangées de dents pour devenir un truc qui bave énorme. Et c'était très très impressionnant, et c'était vachement bien foutu. Euh, Très stylé le maquillage pour jour de play. Ah, ça me fait plaisir, Wardena, merci. Donc c'était... voilà. Je trouvais que le premier était vraiment solide, et donc je reviens un peu sur le succès de ce film en salle. Il a donc réalisé 217,4 millions de dollars. Encore une fois, pour 17 millions de budget, c'est quand même vraiment un bon coup. Et à l'époque, encore une fois, post-Covid, c'était quand même vraiment un beau score. Parce que si par exemple je compare avec un gros film, parce qu'évidemment que à l'échelle des blockbusters américains, c'était pas un blockbuster, mais à l'échelle des gros films américains, ce score est pas en soi incroyable. Euh, mais il faut comparer, en fait. Si vous prenez par exemple un gros film, un blockbuster pour le coup, si vous prenez Indiana Jones 5 par exemple, le budget d'Indiana Jones 5 c'était 384 millions de dollars.
C'était un budget absolument énorme, certes, mais c'était un très gros pari de la part de Disney et de la Fox, qui s'est complètement planté, pour le coup, parce que le... Non, pardon, c'était 380 millions de budget, et il n'a fait que 384 millions de recettes. Donc Indiana Jones 5, c'était malheureusement, je dis malheureusement parce que j'avoue que j'aime bien Indiana Jones 5, c'était une énorme plantade. Parce que quand un film rapporte tout juste l'équivalent de son budget, il est absolument pas rentabilisé. Évidemment que déjà quand vous produisez un film, que vous mettez de l'argent dans un film, c'est pas le but, comme vous y passez des années à bosser dessus, que vous payez énormément de gens, etc. Le but c'est pas juste de vous rembourser, le but c'est évidemment de faire plus d'argent pour pouvoir développer plus de films et que ça vous ait rapporté quelque chose et que ce soit pas juste une opération blanche. Déjà ça, mais en plus il faut bien se dire que sur le box-office d'un film, la moitié, parfois plus de la moitié, revient aux salles. Revient tout simplement à payer les exploitants, etc. Et en plus, au fur et à mesure qu'un film dure en salle, plus on avance dans le temps, plus la part des salles sur le prix du billet augmente. Donc en fait, quand un film fait, donc là en l'occurrence Indiana Jones 5, rapporte à peine son budget, c'est une énorme plantade. Mais surtout sur un film, parce que 380 millions de budget, c'est c'est énorme comme budget. Hein. C'est déjà quand on est sur des 200 millions style The Flash, c'est absurde en termes de budget, c'est énorme, enfin surtout pour le rendu. Mais là, 380 millions de budget, c'est... Bref. Et donc, je suis désolée, il y a beaucoup de commentaires qui défilent, il y en a sûrement que je rate, je suis désolée. Et donc, quand vous avez un Smile qui a coûté 17 millions de budget et qui en rapporte 217,4 millions, même si c'est beaucoup moins que ce qu'a rapporté Indiana Jones, pour le film, c'est une réussite, mais c'est une énorme réussite. Donc évidemment qu'ils allaient faire... Oui, ça arrive absolument, Pézoulet, que des films finissent par devenir rentables avec la VOD. Mais c'est pas si facile. C'est pas si facile, et sur un budget aussi colossal que le Indiana Jones, faut vraiment y aller. Donc je pense que Indiana Jones 5, ça reste de toute manière une énorme plantade. Mais dans certains cas, oui, absolument. Par exemple, je crois que c'était le cas de L'Exorciste du Vatican, qui avait pas du tout fait un très gros succès en salle, qui s'était même légèrement planté, enfin un peu planté. Il était quand même arrivé dans le top Netflix monde un certain temps après, et bon, il y a des chances qu'il soit finalement devenu plus ou moins rentable. C'est difficile à estimer, surtout avec les plateformes qui communiquent pas les chiffres exacts de ce que rapporte la diffusion des films. Voilà, donc c'était juste pour vous dire, pour vous donner un élément de comparaison et pour vous dire que oui, le premier Smile avait vraiment été un vrai succès commercial, et plutôt critique aussi parce qu'il avait été relativement réussi. Ah oui, absolument, Chino. C'est vrai que du coup, Geoffrey a à cœur souvent à écran large d'expliquer qu'est-ce qui fait qu'un film est rentable ou pas, qu'est-ce qui... Voilà, et il avait fait une vidéo là-dessus. Donc effectivement, n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez en apprendre plus là-dessus, surtout que Geoffrey maîtrise un peu mieux cet aspect que moi quand même. Il peut se moucher le monsieur dégueulasse là. Malheureusement non, Spooky. Donc voilà, c'était un gros succès, aussi qui avait été bien reçu par la critique. C'était pas un succès démentiel comme toujours des Paranormal Activity qu'on coûtait 2 dollars pour en rapporter je sais plus combien. C'était pas un succès historique, mais c'était un très très bon signal envoyé aux films d'horreur, à cette franchise-là, enfin à cette future franchise-là, et aux salles au sortir du Covid. Donc c'était voilà, c'était important, la sortie du premier Smile. Donc il était évident qu'après ce genre de succès, on allait avoir un Smile 2. C'était assez... Pourtant, le premier film se boucle très bien lui-même, il n'y avait pas besoin d'une suite, mais la suite était possible, quand même, elle était initiée par... Enfin, elle était, comment dire... La possibilité d'une suite était suggérée par un personnage à la fin du premier, je vais en parler. Donc c'était pas obligé, en même temps c'était possible, mais comme souvent maintenant les films d'horreur, on sait pas trop à quel point ça va fonctionner ou pas, et donc on a des fins ouvertes. C'était aussi le cas de La Malédiction, l'origine. On fait des fins qui à la fois se suffisent en lui-même, et c'est le cas des derniers Scream aussi, mais au cas où ça marche, il y a quand même une porte qui est laissée ouverte pour la possibilité d'une suite. Bon, c'est un peu les fins un peu bâtardes comme ça qui sont un peu en mode, bon, on sait jamais, à la fois on clôt le film, mais en même temps on se laisse la possibilité en cas de gros bingo. Euh, Donc, le format short YouTube de écran large, vous avez mis en boîte un truc pour Beetlejuice 2024? Non. Non, Beetlejuice, là, ça fait, on a quand même déjà pas mal couvert la sortie.
Il y a quand même un article, je crois, un article business qui est sorti sur la performance du film, je crois. À vérifier, mais c'est pas moi qui l'ai écrit en tout cas. Euh, Si tu clignes un peu trop des yeux devant Indiana Jones 5, tu vas manquer l'équivalent d'un budget d'un Paranormal Activity. Mais ouais, mais même si tu clignes des yeux une fois, hein, complètement. Smile et Terrifier, les nouvelles franchises de ces prochaines années. Bah écoute, c'est vrai que Fincher, enfin c'est vrai Fincher que Smile et Terrifier créent la surprise vraiment en termes de box-office. Et encore une fois, pour ce calibre de film d'horreur, qui n'a pas vraiment non plus un high concept, qui révolutionne pas le genre, mais qui à un moment donné là emporte tout le monde. On sait pas trop pourquoi, mais tant mieux, hein, c'est cool. Euh, Donc voilà, pour arriver sur Smile 2, donc on est 2 ans après le premier film, donc le film s'est quand même développé relativement rapidement, ça a été enclenché assez vite. On ne retrouve pas du tout l'actrice Sosie Bacon du premier film. Elle est morte, hein, donc voilà. Enfin, pas l'actrice, le personnage, pardon. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Donc l'actrice... Ah, j'ai encore oublié de brancher mon ordinateur. Voilà. Euh, Donc là, l'actrice de celui-ci, c'est Naomi Scott, qu'on est content de retrouver dans un rôle aussi fort, parce que là, elle est vachement bien dans ce film, on pourra y revenir, mais elle assure de ouf, hein, moi je trouve. Elle est toujours extrêmement intense parce qu'elle joue un personnage qui est très torturé, évidemment, mais elle est extrêmement intense sans être jamais ridicule. Et elle envoie de ouf, et ça fait du bien parce que c'est quand même une meuf qui avant avait joué dans genre, avait fait Jasmine dans Aladdin, par exemple, dans le live action de Aladdin. Je sais plus ce qu'elle avait fait d'autre non plus, mais d'ailleurs moi j'avais vu aucun des autres films qu'elle avait fait avant, mais c'était que des rôles et des films qui faisaient pas envie. Donc mais oui, en fait, Spooky, j'avais juste un interrupteur sur lequel appuyer, parce que je pensais l'avoir déjà branché, c'est juste que la prise était pas allumée, donc en fait c'était très rapide. Voilà. Donc Naomi Scott joue l'héroïne qui est une chanteuse, vraiment une star de la chanson, qui va se retrouver contaminée par la malédiction. Donc je reviens sur le concept de Smile pour les gens qui connaîtraient pas, ou qui auraient oublié. Le principe c'est que il existe une malédiction qui fait que... Enfin, je vais vous raconter un peu la scène d'ouverture du premier film pour essayer d'être clair. Dans le premier film, on a l'héroïne Susie Bacon qui est psychiatre, si je ne m'abuse, et qui arrive dans une salle où elle doit avoir affaire à une patiente, et la patiente se met... Enfin, est déjà terrorisée et paranoïaque, a l'impression qu'il y a des choses horribles autour d'elle qui l'attaquent, elle se met à hurler, l'héroïne ne sait absolument pas pourquoi, et au bout d'un moment, la patiente donne l'impression d'être attaquée par quelque chose d'invisible, donne l'impression de mourir, puis finalement elle se relève avec un très grand sourire sur le visage, elle fixe l'héroïne, avec un très grand sourire comme on peut voir sur plusieurs photos là, de celles qui défilent, et tout en regardant toujours la personne témoin, avec ce grand sourire, se tue d'une manière en général horrible. En se tranchant la gorge, en tout ce que vous voulez. Et suite à ça, donc la personne meurt, et c'est la personne qui a vu ce suicide qui ensuite se met à voir des choses étranges et qui de jour en jour devient de plus en plus atteinte par des visions absolument dérangeantes et monstrueuses et voilà, et finit au bout d'un moment par être attaquée par cette espèce de créature invisible et par se suicider en souriant devant une autre personne à qui sera transmise la malédiction, etc., etc., etc. Donc à la fin du premier film, quand l'héroïne pardon, Spooky. Quand l'héroïne Sosie Bacon, enfin l'héroïne s'appelle Rose, quand elle se suicide du coup devant un personnage qui est joué par, j'ai noté son nom parce que je me rappelle plus, par Kyle Gallner. Et donc à la fin, donc ça c'est le personnage qui se retrouve contaminé, on s'en doute en tout cas par la malédiction à la fin du premier film, et ben on le retrouve au début de ce film, il est dans la scène d'ouverture, donc c'est ça qui fait le lien, c'est ça qui nous indique que c'est une suite vraiment directe. Je crois que le réalisateur a dit qu'il cherchait à reproduire les émotions des spectateurs sortant de Joker Folie à 2. Après avoir fait un film d'horreur comme Smile, est-ce que les actrices et actrices réfléchissent? Ing Oui, les acteurs, ça réfléchit. Donc, au début du premier, on retrouve ce personnage. Je vais raconter très rapidement l'histoire pour qu'on puisse un peu naviguer là-dedans en s'y retrouvant.
Donc pour se débarrasser de sa malédiction, le personnage joué par Lucas Gallner, j'ai dit comment il s'appelait, Kyle Gallner, va chez des, comment dire, chez des dealers qui sont planqués dans une cabane un peu en banlieue lointaine et essaye en fait de se tuer devant eux, sauf que comme eux ils voient un type débarquer chez eux avec un flingue, ils se sentent, bah en fait ils veulent riposter, donc bon, il y a les coups commencent à partir et en définitive ils tuent les mecs à qui ils voulaient transmettre la malédiction. Ce qu'ils ne pensaient pas, c'est que en fait chez les dealers il y avait en fait un client qui était coincé qui était planqué dans un coin, donc qui est joué par Lucas Gage, le mec qu'on voit faire un grand sourire sur les photos qui défilent, et donc en fait le personnage de Kyle Gallner croit s'être débarrassé de la malédiction, plus ou moins. Enfin, à un moment donné, il essaye de fuir. Il se fait écraser par une voiture, donc c'est la fin du personnage qu'on retrouve du premier film. Et en fait, la malédiction est passée au personnage de Kyle Gallner, de Lucas Gage, donc qui s'appelle Louis, et qui va se retrouver à un moment donné à passer la malédiction à cette fameuse Naomi Scott, qui est donc une star de la chanson. Lui, c'est son dealer, et à un moment donné, elle va chercher des médicaments, des antidouleurs chez lui, donc voilà, ce gars-là. Et en fait, quand elle arrive chez lui, bah lui, c'est pareil, il est en proie à des visions, il est complètement au bout de sa vie, il se sent extrêmement mal. Merci Katara Hu pour le follow. Tu es désormais une chauve-souris. Il se sent extrêmement mal, elle sait pas ce qui se passe avec lui, il a l'air complètement paranoïaque, et au bout d'un moment, il a l'air de se faire attaqué par une créature invisible, de se faire étrangler, de se faire on sait pas trop quoi, et il finit par se relever avec ce grand sourire, il la fixe, là il prend l'un de ses poids, genre une espèce de, je sais pas comment on appelle ça, là, les trucs qu'on a dans les salles de sport, là, salut Luigi, les espèces de grosses rondelles en fonte, là, pour soulever du poids, et il la prend, et il s'éclate la figure contre à plusieurs reprises, et donc il meurt, et donc Naomi Scott, le personnage donc, qui s'appelle Sky, la chanteuse, assiste à ça, elle fuit, et à partir de là, elle va se retrouver victime de cette malédiction, et va devoir faire face à des visions et à des gens voilà, flippants qui lui sourient comme ça. Donc, en soi, le déroulé du film, sachant qu'à la fin, encore une fois, je suis désolée, énorme spoiler, donc pensez-y, si vous n'avez pas envie de savoir la fin, quittez ce live maintenant, mais à la fin, le personnage, tout comme dans le premier film, meurt, parce qu'elle finit par être rattrapée par cette fameuse créature, elle ne réussit pas à déjouer la malédiction, et elle se tue. Et on développera plus tard comment elle s'y prend et ce que ça signifie. Mais donc on a... comment dire, on a exactement le même déroulé que dans le premier film. C'est bizarre, moi c'est vraiment un film que j'aime, hein. On va y revenir, mais c'est vraiment une suite... un type de suite qu'on voit beaucoup, c'est-à-dire une suite quasiment remake, surtout pour les films d'horreur, qui en fait, les films d'horreur qui fonctionnent un peu sur un concept un peu fort comme ça, et qui en fait savent pas tellement comment dépasser ce concept, et du coup répètent exactement le principe déjà du premier film. Oui, Fincher, en fait, ce qui va tout changer, c'est le fait que c'est une star, et c'est ça qui va apporter des choses. Parce que là, en soi, on a exactement le même développement. En gros, mis à part le fait qu'elle a pas la même personnalité que... merci Roméo pour le follow. Qu'elle a pas la même personnalité, le même entourage et les mêmes sous-intrigues et les mêmes traumatismes que l'héroïne du premier film. Globalement, c'est les mêmes étapes, c'est le même schéma, c'est exactement la même chose. Mais là où c'est un peu le principe des suites, c'est qu'on va du coup reprendre la même chose, mais on va tout faire en plus. C'est-à-dire que c'est un... comment dire, c'est un film qui a déjà coûté plus cher, hein. Là, comme le premier a bien marché, celui-ci a eu plus de budget, donc on est sur un budget de 28 millions, ce qui est toujours pas énorme, mais ce qui est quand même mieux que les 17 millions du premier. Et ça se voit, hein, vraiment, les 28 millions sont là, ils sont bien utilisés, parce que on a quand même une très belle photographie, globalement, on a une mise en scène assez spectaculaire, et effectivement, comme là, on est dans le milieu du showbiz et des concerts, mais gros concerts, hein, parce qu'il faut imaginer que la meuf, c'est Taylor Swift, quoi. On a effectivement des scènes de concert, qui d'ailleurs foutent un peu la honte à Trappe, parce que dans le genre film d'horreur qui se passe dans ce genre de milieu de la scène, etc., c'est quand même 1000 fois meilleur. On y croit beaucoup plus, on a moins de scènes on n'a pas tellement de scènes de concert complètes, mais on va dire ce que ça suggère, les esquisses qui sont faites d'un concert de grandes stars sont beaucoup plus crédibles que dans Trap, beaucoup plus solides. Puis l'actrice est bien meilleure aussi. Bref.
Donc voilà, l'idée c'est de refaire la même chose, mais tout en plus. Voilà, plus de personnages, plus de spectacles, plus de peur, plus le film est sûrement plus long aussi, je pense. Des costumes assez ouf parce que ça se passe sur scène, enfin ça se passe au milieu de la chanson. On dirait la gamine de Nemo, c'est vrai, Epsilon, c'est vrai, la gamine avec les espèces de tresses et l'appareil dentaire. Absolument. Bah c'est elle quand elle a grandi, je pense. Euh, voilà, donc moi, et moi, enfin là, l'image qu'on voit à l'écran, moi, ça me fait plaisir de voir des films d'horreur qui se passent dans ce genre de milieu hyper coloré, hyper lumineux, avec des costumes de ouf et tout, plein de paillettes, parce que j'aime bien mélanger horreur et paillettes. Bref, donc déjà ça c'est cool. Mais du coup, il faut savoir qu'on est vraiment sur une redite de ce qui est trouvé dans le premier, juste en plus. Et donc c'était ça un petit peu le coup de génie de Parker Finn, c'était de situer l'intrigue de ce premier film, enfin de ce deuxième film, dans le monde du spectacle, parce que ça va tout décupler en fait. On est sur un film, enfin sur un concept qui joue beaucoup encore une fois sur l'idée du regard des témoins, c'est-à-dire que la victime de la malédiction va paniquer de se rendre compte qu'en fait elle voit et elle subit des choses que les autres ne subissent pas, et aussi parce qu'à la fin elle a besoin d'un témoin, d'un ou une témoin pour transmettre la malédiction au moment où la victime se suicide. Donc le fait qu'on soit sur une star qui soit surentourée de personnes et qui soit constamment en représentation, ça décuple vraiment les enjeux parce qu'en fait il y a des moments voilà où elle se trouve mal mais elle est devant, elle est dans une signe, enfin en train de signer des autographes à des fans, il y a des moments où elle est en répétition avec les danseurs, des moments où elle est devant un public, ce genre de choses, donc ça va venir décupler les enjeux de chaque situation qu'on connaissait déjà du premier, mais où dans le premier on est sur voilà, moins de budget, donc un milieu plus intimiste, avec moins de personnages, moins d'enjeux tout simplement, et le côté plus classique du milieu médical, psychiatrique, etc. Désolée Mira Mira. Et oui, horreur et paillettes, c'est tout le concept du type de film que j'aimerais faire, je pense. Un peu le concept de mon film de mon court métrage de fin d'études d'ailleurs, mais c'était moyennement réussi. Mais l'idée était là. Donc voilà, faut pas vous dire, en fait, tout comme le premier Smile, en fait c'est un peu le côté suite parfaite, c'est même, je pense que celui-ci est peut-être même meilleur que le premier, chose que je ne pense quasiment jamais des suites. Le film se suffit à lui-même, c'est une suite directe tout en se suffisant vraiment en lui-même, vous avez absolument pas besoin de voir le premier pour voir ce film. Donc déjà j'admire beaucoup le fait qu'on réussisse à faire une suite qui raccroche à la fois parfaitement au premier, donc qui assume son statut de suite, et qui en même temps n'a vraiment pas besoin du premier pour exister. Parce que moi je déteste les films qui dépendent. Enfin, je déteste. Non, évidemment, il y en a que j'adore, genre Retour vers le futur, comme tout le monde. Mais je trouve que ça enlève toujours à un film le fait qu'il dépende d'un autre film. Que ce soit un film de la même franchise ou pas. Parce que j'aime que les œuvres d'art se suffisent à elles-mêmes, tout simplement. Qu'elles soient suffisamment parlantes et puissantes par elles-mêmes. Et à son échelle, même si on parle pas d'un grand chef-d'œuvre du cinéma, c'est quand même tout à fait le cas de Smile 2. Et j'aime beaucoup qu'on arrive à jouer sur ces deux tableaux et qu'on remplisse parfaitement son cahier des charges, on va dire. C'est néophyte friendly, absolument, Luigi. Euh, donc déjà extrêmement bien géré à ce niveau-là. Après, autre chose, alors même si en termes d'écriture, avant de continuer à saucer le film, parce que j'ai beaucoup de choses bien à en dire, avant de continuer à saucer le film, je voudrais quand même souligner que c'est pas un film sans défaut. Je dirais que par moment, alors je sais qu'autour de moi il y a aussi des gens qui l'ont pas du tout aimé, alors je sais pas pourquoi, donc je peux pas parler à leur place, mais vous verrez éventuellement les différentes personnes négatives sur le film qui s'exprimeront sur les réseaux et autres. Mais moi, l'un des problèmes que je lui trouve, c'est par moment une certaine longueur, parce que le film est quand même assez long, et par moment, bah, ça se ressent quand même. Surtout qu'il y a quand même un côté un peu répétitif parfois de, bon, même si les scènes de flip sont très réussies, et aussi on va y revenir, au bout d'un moment, on a quand même compris le principe de la nana, plus ça va, plus elle se fait aspirer dans un tourbillon, où plus personne, enfin je veux dire, elle est complètement déconnectée de la réalité, et tout devient de plus en plus horrible, et comme on a vu le premier Smile, on se doute un peu de comment ça va finir, on sait pas trop, mais on se doute quand même. Et du coup, voilà, il y a des moments où on se dit, bon, ça traîne alors qu'on sait où on va, quoi. Oui, Dark Chirac, il y en a d'autres qui l'ont vu. Alexandre a plutôt bien aimé, après il est vraiment pas ce genre... Il est pas vrai... Enfin, il est vraiment pas fan de ce genre de film. Donc c'était pas incroyable pour lui non plus, mais justement pour quelqu'un qui n'est pas sur le papier au départ extrêmement client de ça, il a quand même vraiment bien aimé, donc ça compte. Euh, Qui d'autre l'a vu à la rédac? Geoffrey l'a pas encore rattrapé.
Mathieu n'a pas du tout aimé, bizarrement. D'ailleurs, il a rajouté son avis sous ma critique écrite sur le site si vous voulez voir les différents avis. Donc ouais, Alexandre et Mathieu, sinon qui l'ont vu. Geoffrey pas encore rattrapé, Déborah non plus, bon voilà. Et qui j'oublie Antoine est en vacances, donc voilà. Qu'est-ce que... ouais. Ah oui, donc sur les défauts. Donc, la longueur, et sinon l'autre défaut principal que je pourrais dire, c'est en termes d'écriture, il y a des intrigues B qui se bouclent extrêmement mal. Je pense notamment à l'intrigue du fameux Maurice, qui est donc aussi qui est le frère du type qui meurt à la fin, donc qui était présent à la fin du premier film, et qui là revient au début, donc le mec qui meurt au début, pardon. Donc le frère de ce type-là, débarque à un moment donné dans le film pour aider Sky et pour lui dire j'ai une solution, ce qu'on va faire, alors des choses qui a été déjà vues aussi dans d'autres films, hein, ne serait-ce que dans Fantôme contre Fantôme. Il dit en fait je vais vous faire arrêter le cœur de manière médicale pendant quelques secondes, ce qui fait que comme vous serez morte sans vous être suicidée sous l'effet de la malédiction, vous allez juste être morte. Donc en fait, le démon qui vous possède plus ou moins va juste disparaître. Il va pas être transmis, il va juste disparaître et ensuite moi je vous ranime et vous serez revivante et débarrassée de cette malédiction. Il est pas sûr de son coup, mais en tout cas il lui propose de faire ça. Donc au départ elle dit non, je vais pas aller jusqu'à mourir sans savoir si vous allez réussir à me ranimer et surtout que je vous connais pas et voilà. Et à la fin elle dit oui finalement, comme elle est persuadée qu'elle vient d'assassiner sa mère, qu'elle l'a poignardée de manière absolument horrible. Enfin voilà, il y a plus rien qui va. Là, elle se dit en fait c'est ça ou rien. Donc elle va le retrouver. Et au moment où il va, donc il l'allonge, elle est en tenue d'hôpital. Ils vont dans une sorte de KFC désaffecté pour avoir accès au système de réfrigération. Il l'allonge sur une table. Il dit je vais chercher un truc. Alors que dans les films d'horreur, ça devrait être interdit maintenant d'avoir des personnages qui, au moment crucial, au moment où ils vont enfin tout régler, disent au fait je vais juste pisser, tu vois, ou un truc comme ça. Donc il sort de la pièce et évidemment il revient pas et le démon prend possession, arrive et reprend possession de Sky plus ou moins et amène sur le dernier acte. Et ça, c'est vraiment une facilité d'écriture qui est vraiment dommage parce que là, il y a tout un build-up sur cette possible résolution de la chose qui en fait est vraiment évacuée et balayée sous le tapis sur juste un truc aussi con que le personnage qui au moment crucial dit ah au fait je vais chercher un truc, on sait pas quoi. En fait le film aurait dû à ce moment-là rendre nécessaire pour ce personnage le fait qu'il doive s'absenter de la pièce, soit il a entendu un truc, soit enfin même un truc plus puissant ce serait mieux, mais il a je sais pas admettons il a genre un gamin qui passe genre il a été obligé d'emmener son enfant et à un moment donné son enfant est en danger, il est obligé d'aller le sauver avant de s'occuper de ce qu'il était en train de faire ou je sais pas, mais là c'est vraiment juste le mec qui dit au fait j'ai un truc à faire, je reviens. Ça n'est absolument pas crédible, et en fait à ce moment-là on arrive à un stade où on sent que le scénario ne savait plus comment passer au stade supérieur et ne savait plus comment arriver sur la fin, et donc a juste balayé ça sous le tapis sous un prétexte à la con, et donne lieu à une scène un peu lourdingue où Sky fait face au démon qui prend sa propre apparence et donc elle parle avec elle-même et ce genre de choses, et c'est un peu lourd, et pour finalement arriver sur la scène finale que moi j'ai trouvé vachement bien, mais là, c'est dommage parce que vraiment, ce qui précède le final, il y a quand même une grosse faiblesse et c'est dommage. Donc voilà, j'avais envie de souligner ça avant de m'apesantir plutôt sur les qualités du film. Parce que donc voilà, il y a quand même des défauts, il ne faut pas l'oublier. Oui, c'est ça, utilisateur anonyme, c'est complètement le côté j'ai oublié d'éteindre l'aspirateur. Donc, maintenant les qualités. Donc ce que je disais du fait qu'on a quand même un film qui a plus de budget, même si c'est évidemment très possible de faire des films vachement bien avec pas de budget, c'est quand même plus facile d'en faire des biens avec du budget malgré tout. Là on est sur un film qui a quand même une photographie, je pense que vous pouvez le voir sur les photos qui défilent, une photographie vraiment pas dégueu du tout. On est sur une image vraiment quali et qui a des vrais partis pris, parce que donc la photographie est très belle, c'est une chose, mais voilà, la photographie elle fait pas non plus des paris esthétiques extrêmement radicaux, mais elle est juste très belle et elle y va à fond sur, encore une fois, les couleurs et les paillettes du monde du spectacle, donc ça c'est un peu sympa d'aller dans ce genre d'esthétique tout en faisant un film d'horreur de ce type-là. Et
Et donc surtout en termes de mise en scène, ce qui fait plaisir, c'est que là, on se fout pas du tout de notre gueule. Parker Finn, c'est vraiment ce qu'il fait, hein. Comme dans le premier film, il sait parfaitement utiliser ses artifices. Et ça, c'est très cool. Et on sent un mec qui fait de la vraie, qui fait pas juste de l'horreur, qui cherche pas juste l'efficacité dans le flip, mais qui fait vraiment du cinéma. Et ça fait vraiment plaisir de se dire, les films d'horreur, c'est pas juste un truc au rabais où en fait tu nous mets 2-3 jumpscares et voilà, on a qu'à dire que la mise en scène elle est réussie. C'est du cinéma qui se trouve faire peur, mais du cinéma avant tout. Et salut Katara. Et là, on est vraiment sur un mec qui soigne extrêmement ses transitions, ses cadres, aussi bien pour faire peur que juste pour faire un beau film. Et c'est hyper agréable. Et je pense notamment à une. Comment dire. Et si je stream depuis un certain temps, c'est vrai que je prends pas toujours assez le temps d'essayer de le faire savoir aux gens, mais absolument. Et donc en fait là on a notamment, je pense à une transition, je suis désolée évidemment comme le film n'est qu'au cinéma et que j'ai vu qu'une fois, j'ai pas toujours exactement les images en tête, mais je pense à une transition pour les gens qui auront vu le film où le personnage de Sky est dans l'ascenseur, elle est sur le côté du cadre, donc le cadre est j'allais dire horizontal, je veux dire il est à l'horizontale, normal, elle est filmée de profil, elle est appuyée contre le dos de l'ascenseur, elle est sur son portable, un truc comme ça, et donc au milieu du cadre, on a les portes de l'ascenseur, globalement. Et elle est sur le côté gauche du cadre. Et les portes s'ouvrent, et en fait, les portes s'ouvrent sur une surface qu'on imagine être le couloir de l'étage où elle vient d'arriver, parce que c'est une surface avec des couleurs qui matchent plus ou moins avec les couleurs de l'hôtel qu'on a vu avant, et la surface est découpée, il y a un type de surface en haut et une autre surface de couleur un peu plus claire en bas, et en fait, on croit vraiment que c'est le mur du couloir avec, juste, vous savez, comme les murs parfois sont peints de manière bicolore, avec une sorte de frise en bas, on va dire, plus ou moins. Et en fait, on a l'impression que du coup, les portes s'ouvrent sur un couloir qui est juste un peu bizarre, avec un mur un peu crade. Et en fait, on met quelques secondes à se rendre compte qu'en fait, non, au fur et à mesure que la caméra avance, les portes se sont ouvertes sur le plan suivant, qui est en fait un top shot sur une route. Et en fait, les deux surfaces qu'on voit, c'est la route et en dessous le trottoir. Et donc là, on est complètement filmé de haut. Et cette transition d'un plan horizontal vraiment normal qui ouvre sur les portes de l'ascenseur, donc avec cette transition, on a vraiment l'impression qu'au départ c'est naturel, qu'on arrive sur un couloir, et qu'en fait, on arrive sur un top shot sur une route. C'est à la fois joli, élégant, vertigineux, mais c'est hyper bien maîtrisé, et il y a un effet extrêmement troublant, à la fois vraiment joli et élégant, mais en même temps de genre... c'est un peu bizarre. Alors, je dis pas que c'est pas révolutionnaire comme plan, évidemment qu'il y a d'autres gens qui ont fait, d'autres réalisateurs dans l'histoire du cinéma qui ont fait des choses tellement plus extraordinaires que ça, on est d'accord. Mais on sent le mec, il se dit, là je cherche pas à faire peur avec cette transition, mais je vais faire une pure transition super bien faite et très bien mise en scène, et juste parce que c'est bien de faire un film qui est solide en termes de mise en scène par ailleurs, et pas juste quand il essaye de faire peur, quoi. Et ça fait plaisir. Donc je cite ce plan en particulier parce que vraiment je me rappelle avoir fait wow quand je l'ai vu. Mais il y a plein de moments comme ça dans le film où on se dit, ouais, encore une fois, on se fout pas de notre gueule. Le mec qui est derrière, c'est un vrai réalisateur. Il a écrit son film, il a écrit ces deux films en l'occurrence. On voit qu'il tient à les mettre en scène bien et que c'est une œuvre à laquelle il tient et qu'il les pense effectivement comme des œuvres et pas juste comme du cinéma d'horreur popcorn. Même si encore une fois, on n'est pas sur les films les plus intellectuels du monde. Le mec sait mettre en scène, quoi. Et ça fait quand même vachement de bien de voir des films d'horreur faits avec un soin et un art pareil. Et ça tient évidemment, merci Astral pour le follow, ce que je disais sur le fait que toutes les scènes de flip fonctionnent sur des mécaniques qu'on connaît déjà, c'était le cas dans le premier, c'est toujours le cas dans le deuxième. Si elles fonctionnent si bien, alors qu'on connaît déjà leur déroulé par cœur, c'est justement parce que le mec il sait filmer, il sait vraiment filmer. Et je pense notamment, là on a vu une photo passer où vous avez plein de gens qui sourient vers la caméra de manière extrêmement creepy, comme dans Smile, quoi, et qui se retiennent un peu les uns les autres. Et ça, c'est peut-être la meilleure scène du film. C'est un moment où Sky est dans sa chambre d'hôtel, ou sa chambre chez elle d'ailleurs, je sais plus trop si c'est chez elle ou dans un hôtel. Je rappelle, encore une fois, s'il y a des gens qui nous ont rejoints entre temps, que je spoil, hein. Donc si jamais vous n'avez pas encore vu le film et que vous voulez pas être spoilé, attendez le replay de ce live. Limite de l'elevated horror dans le soin à l'image. N'ouvrons pas la porte de l'elevated horror maintenant, Chino. Non, c'est un terme un peu fallacieux qui vise à faire croire qu'il y a des films d'horreur qui sont intelligents et qui n'existaient pas avant, ce qui est pas le cas. Pour le coup, je trouve que le film n'a pas du tout un côté elevated horror, dans le sens où c'est juste un film d'horreur bien mis en scène, comme il y en a
comme il y en a plein en fait, en dehors du style Elevated, qui en gros maintenant définit un peu les films à 24 avec des rythmes lents assez enfin assez silencieux et ce genre de choses, mais qui ont une esthétique qui se veut auteur, mais en vrai moi je trouve que Smile est plus ou moins est en fait de facto un film d'auteur sans avoir un côté Elevated pour le coup. Qu'est-ce qu'il y a Dark Chirac? Pourquoi tu hurles non? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est parce que j'ai parlé d'Elevated Horror? Donc voilà, comme je disais, c'est hyper bien foutu. Et donc dans cette scène où elle est dans son espèce de chambre d'hôtel ou de je sais pas quoi, trigger warning pour Elevated Horror. Et il y a un moment où elle rentre dans sa chambre et elle allume la lumière, où en fait juste elle passe de son salon à sa chambre à travers un long couloir qui est tout en miroir, donc qui permet aussi, qui a dû être très compliqué à filmer d'ailleurs pour cacher l'équipe, mais qui permet tout un jeu de miroir et d'image et de montage qui est hyper sympa. Merci pour le follow Charles Louis. Et en fait elle arrive dans sa chambre et là elle s'aperçoit qu'il y a certains de ses danseurs qui la regardent, donc qui sont juste planqués comme des piquets dans sa chambre, qui devraient pas être là évidemment, et qui la regardent de manière hyper creepy avec le grand sourire. Et en fait, quand elle les regarde pas, ils courent vers elle, et quand elle les regarde, ils se réimmobilisent. Et donc en fait, elle essaie de fuir tout en gardant un œil sur eux, et donc voilà, c'est l'image qu'on voit là. Et en fait, quand elle arrive dans le salon, bah il y a plein d'autres danseurs aussi qui sont là, et au bout d'un moment, ils sont plein, et juste ils la regardent et ils prennent de plus en plus de place dans l'espace et en fait au bout d'un moment bah, ils finissent par l'attaquer et il lui tape la tête contre son piano et elle tombe dans les pommes et ce genre de choses. Mais cette scène est très flippante, encore une fois, c'est vraiment un type d'image, genre vraiment on allume la lumière dans une pièce et il y a une personne plantée comme un piquet qui vous regarde en souriant, on a l'impression qu'on connaît cette image par cœur, alors franchement on connaît quoi. Mais là il y a un truc, encore une fois, dans l'art de la mise en scène, dans la maîtrise du truc, qui fait que bah, c'est vachement bien, que c'est hyper efficace et que ça fonctionne. Alors, excusez-moi, on m'interrompt 2 secondes. Ah Ah oui, t'as raison, j'avais pas capté que c'était lui. Alors, justement, on me dit dans l'oreillette, plus ou moins, que dans le film, il y a un fantôme qu'on aperçoit plusieurs fois, qui est le type enfin l'ancien compagnon de Sky, de la chanteuse, qu'elle a perdu dans un accident de voiture. Donc on apprend à la fin. Hello pour les gens qui arrivent. Encore une fois, je répète que je vais spoiler la fin du film, donc attendez le replay si vous ne l'avez pas encore vu et que vous ne voulez pas être spoilé. Je préviens. Là, notamment, je vais parler de la fin. On apprend dans la fin, donc elle a un flashback de l'accident de voiture qui l'a traumatisé quelques années auparavant. Flashback, enfin accident dans lequel elle a perdu son copain qui est mort dans cet accident et c'est un accident qu'elle a déclenché elle-même. Son copain, donc comme on vient de me le montrer, est joué par, j'ai oublié son nom, mais le fils de Jack Nicholson. Ray Nicholson. Et c'est un peu drôle parce que y a plein de scènes où du coup ce fantôme, le fantôme de son compagnon apparaît à Sky. C'est pareil, avec juste un sourire avec le visage un peu baissé, un grand sourire creepy avec les sourcils très voilà comme ça. Et en fait il est avec le visage comme il ressemble un peu à son père, ça fait vraiment reprise de Shining en fait. La promo en fait des caisses sur le fils de Nicholson. Ah ouais? J'ai pas du tout vu passer, j'avais complètement zappé ce truc-là. Donc, bref. C'est un détail, mais c'est marrant. Et donc, encore une fois, cette scène avec les danseurs, entre autres, il y en a plein qui sont, comment dire, qui sont réussis dans les scènes de flip, mais voilà, celle dont on voit l'image là, elle est extrêmement prenante et angoissante, alors qu'on connaît tout ça, on connaît ce type d'imagerie, mais le décor avec les miroirs, la manière dont la caméra joue avec l'espace quand elle est dans son salon, avec le piano, etc., ça fait que ça marche du tonnerre de Dieu, comme dans le premier film. On reprend des choses qu'on connaît, mais juste on les fait mieux. Et ça refonctionne, quoi. Et là, on se dit, putain, je pensais pas qu'on pouvait encore m'effrayer avec cet artifice-là. Et en fait, si, complètement. Et donc, bref, c'est super cool. Donc, mise en scène au top. Et c'est en grande partie pourquoi le film est réussi, alors que la mise en scène est trop souvent oubliée dans les films, justement, enfin, les films d'horreur qui sont plus grand public, plus série B, et justement, qui jouent moins sur le côté elevated. Entre guillemets. Et donc, c'est bien la preuve, des films comme Smile, que c'est pas la peine de se la jouer elevated horror pour faire de l'horreur efficace, bien mise en scène, et surtout pas conne du tout. Et on va y revenir sur le fait que le film est pas con du tout. Absolument, Luigi, c'est ça. Est-ce que je loupe pas des trucs que je voulais vous dire? Ah oui, juste pour terminer aussi sur l'aspect mise en scène, le film joue aussi beaucoup sur des silences et des pauses qui nécessitent pas beaucoup de
comment dire, d'artifice, encore une fois, d'effets, mais juste qui, en jouant sur le rythme voilà, des silences et des pauses font que ça va décupler l'effet de ce qui va se passer derrière ou de ce qui se passe avant ou juste de l'atmosphère générale de la scène. Et ça, c'est des petits riens qui sont tout cons, mais qui fonctionnent très bien. Je serai amenée à vous en reparler en novembre parce que du coup, depuis la dernière fois que j'ai fait un stream sur l'actu horreur, j'ai vu en projection presse Hérétique. Alors, je peux pas vous donner mon avis sur le film encore parce que je pense que c'est sous embargo. Enfin, c'est sûr que c'est sous embargo, tout simplement. Juste pour vous dire que les pauses et les silences, on en parlera au moment de parler de Hérétique aussi. Donc c'est tout con, mais il faut vraiment que les réalisateurs de films d'horreur, comme voilà, prennent exemple sur Parker Finn et réapprennent à utiliser vraiment les silences. Merci pour le follow. Les silences et les pauses pour décupler des effets qui n'ont pas besoin d'en faire des caisses pour fonctionner. Et dernier aspect de la mise en scène, les jumpscares. Parce que vous allez dire, souvent, les jumpscares sont des trucs, sont un artifice extrêmement déconsidéré, méprisé, insulté, déshérité. Mais en fait, le film a beaucoup de jumpscares. Encore une fois, il fonctionne sur des artifices de série B horrifiques archi rabâchés. Donc oui, le film est bourré de jumpscares. Le truc, c'est que tous ces jumpscares fonctionnent vachement bien. Parce qu'ils sont justifiés par l'histoire, parce qu'ils sont justifiés par ce qu'ils signifient. Ils ont un sens en eux-mêmes, dans ce que traverse le personnage, dans le type de vision qu'ils vont apporter et qui apportent au parcours psychologique du personnage. Calculette, pardon, il faut revenir, il faut pas revenir en fait sur ce live malheureusement pour pas être divulgaché. Je vais continuer à parler de l'entièreté du film jusqu'à la fin, donc il faut malheureusement il vaut mieux que tu ailles voir le film et que tu regardes le replay sur Twitch ou sur YouTube après. Mais et absolument comme le dit Chino, il y a aussi ma critique écrite si jamais tu veux, qui pour le coup qui ne spoile pas ou très très peu. Voilà, si tu veux t'y référer. Je développe moins, mais voilà, tu pourras encore une fois revenir sur le replay si tu veux plus d'analyse par la suite. Merci d'être passé en tout cas, j'espère que le film te plaira. Donc voilà, les jumpscares, c'est pareil, là c'est pour vous, c'est vraiment un film fait pour vous réconcilier avec le jumpscare et vous montrer à quel point parfois le jumpscare ça peut être un vrai bon outil de flip, utilisé pas n'importe comment et utilisé encore une fois de manière à réellement participer à l'histoire et à la caractérisation du personnage, et qui réussissent encore parfois à faire peur, mais pas juste à vous faire sursauter, mais vraiment à vous faire peur. Parce que là, on a notamment des jumpscares, je pense à la scène où elle est devant son miroir, là il y a plusieurs photos qui défilent. Salut Bini. Plusieurs photos qui défilent où elle est devant son miroir et à un moment donné il y a Louis, donc le personnage de son dealer qui est mort là, qui est joué par Lucas Gage, qui apparaît derrière elle et ça la fait flipper, donc elle le voit dans le miroir et pas dans la vraie vie, encore une fois trope extrêmement connu, mais comment dire, en fait, il y a la surprise, il y a le jumpscare de l'apparition du gars, mais après, ça dure. C'est-à-dire que l'apparition, elle continue. Et ça va être renforcé encore par un autre jumpscare après, où donc il lui tire les joues pour que ça fasse comme un sourire. On va en reparler de cette scène. Mais en fait, le jumpscare est assumé dans le temps. C'est pas juste un chat qui saute et qui passe et qui revient plus. C'est les jumpscares, ils surviennent, ils surgissent dans l'image, mais après, ils sont vraiment assumés. Ils participent à la construction de la tension de l'image, ils participent à la construction de l'histoire. Encore une fois, ce jumpscare-là, on va y revenir, mais il veut vraiment dire quelque chose. Et il participe à la caractérisation du personnage. Donc c'est vraiment un film fait pour vous réconcilier avec les jumpscares, dans le sens où ça va continuer à vous faire flipper, et même ça va spécialement vous faire flipper, mais pas pour rien, pas gratuitement. Et pas juste parce que ça fait du bruit, quoi. Oui, donc salut Bini Cookie et bienvenue sur ce chat pour la première fois. Calcul mental, je t'appelais Calculette, excuse-moi, parce que comme je voyais sur l'écran, je voyais pas ton nom en entier. Calcul mental, pardon, et non pas Calculette. Donc maintenant, pour vous revenir un petit peu donc, sur la fin du film, je vais faire une petite partie sur la fin du film et sur ce que ça signifie. Ensuite, je ferai une dernière partie sur les significations un peu plus profondes, selon moi, du film et la manière dont certains éléments sont utilisés pour faire passer des messages, on va dire. La fin du film, donc, je répète, je vais complètement spoilée dans tous les sens. Ça se termine avec... Elle se passe en plusieurs étapes. En fait, on a le moment où Sky fuit de l'hôpital où elle pense avoir assassiné sa mère. Elle prend la voiture avec son amie Gemma, qu'elle pense être proche d'elle depuis le début du film. Et donc, elle va retrouver le fameux Maurice qui est censé la sauver, et puis donc, il part pisser ou on sait pas quoi, et elle se fait reposséder par le démon. Et au moment où on pense que le démon va peut-être la tuer ou quoi, elle se retrouve dans une sorte de cocon dont les portes s'ouvrent, et elle est en costume de scène, et on comprend qu'en fait, c'est le début de son concert et qu'elle vient d'arriver sur scène. Et
Et dans le public du concert, on s'aperçoit qu'en fait, il y a sa mère qui est là et le reste de son équipe qui sont là pour l'applaudir. Et donc, en fait, on comprend que tout ce qu'on voit dans le film depuis un certain temps est a priori faux, ou en tout cas des grosses parties de ce qu'on a vu. Ah oui, puis dans la voiture, en plus, elle s'aperçoit aussi que son amie Gemma n'a pas du tout été auprès d'elle pendant tout le film, mais que c'était en fait le démon qui avait pris son aspect. Donc, en fait, en plusieurs étapes, on s'aperçoit que Sky croit vivre et voir des choses qui ne sont absolument pas réelles depuis un certain temps, et qu'en fait, elle vivait dans un monde complètement parallèle de manipulation et de torture psychologique imposée par la malédiction, mais que dans la vraie vie, elle a sûrement continué à mener une vie relativement normale qui l'a menée jusqu'à son gros concert, plus ou moins. Même si voilà, on sait pas exactement tout ce qui est réel ou pas. Et donc elle arrive sur scène et donc elle est un peu figée, elle comprend pas trop ce qui se passe. Surtout que, merci pour le follow Kiab, surtout que donc sur scène au bout d'un moment elle fait toujours face à elle-même, donc le démon qui prend son apparence et qui au bout d'un moment prend sa forme réelle, et donc on a cette espèce de monstre énorme qu'elle est la seule à voir, qui déploie ces espèces de chair putride et dégueulasse sur la scène, et donc dans un plan large qui est assez ouf d'avoir cette espèce de démon rougeoyant qui est vraiment dégueulasse et qui est filmé, enfin comment dire, qui est éclairé avec toutes les lumières qui balancent de ouf de la scène quoi, et avec le public derrière, et alors qu'elle est la seule à le voir, ça c'est assez fascinant comme image parce qu'il y a énormément de dieux témoins, et en même temps on sait qu'elle est la seule à voir ce truc énorme qui est éclairé plein phare quoi. C'est vraiment assez beau comme moment, enfin c'est effrayant mais beau. Oui, il est mieux le 2. Pardon, je vois pas ton pseudo en entier. Némézin SHDD, je ne sais pas comment dire. Le 2 est mieux, est encore mieux, je dirais. En revanche, si t'as pas aimé le 1, je suis quand même pas sûre que le 2 te parle. Parce que c'est quand même vraiment le même genre de principe. Donc voilà. Némésis, pardon. Donc voilà, cette scène de concert, elle se retrouve face au démon qui va se retrouver à plonger vers elle pour en fait, avec ses doigts, disloquer complètement sa mâchoire, ouvrir complètement sa gorge dans une scène assez dérangeante, assez gore entre guillemets, même si ça saigne pas, il y a un côté fantastique dans la manière dont elle écarte sa bouche et son visage, mais voilà. Et en fait, le démon rentre plus ou moins en elle, et donc Sky en arrive à ce fameux moment de la malédiction où en fait elle adopte ce sourire extrêmement flippant, et là c'est joué c'est joué hors cadre, c'est-à-dire qu'on a que les réactions du public, on entend des bruits. Ah oui complètement body horror chino, mais il y a des choses assez dégueu dans le film, hein. Je préviens, il est pas moins de 16 pour rien quand même. Et en fait on entend des bruits dégueux et on ne voit que les réactions du public jusqu'au plan final qui revient une seconde sur le corps de Sky, donc qui affiche ce sourire extrêmement flippant et qui a genre son micro enfoncé dans le crâne, dans l'œil, enfin par l'œil, où en fait on comprend qu'elle s'est juste du coup suicidée en introduisant le micro dans son crâne à travers son œil quoi. Mais donc voilà, ça c'est joué hors cadre, on a que l'image finale qui est d'autant plus frappante du coup, et donc en fait cette fin, moi je trouve que la mise en scène est extrêmement réussie. Luigi, alors après le body horror, typiquement body horror, c'est vraiment pas du tout toutes les scènes du film. Après, t'as plein de scènes qui sont gore sans être typiquement body horror. Mais cet aspect-là, enfin, je veux dire, cette image-là en particulier est effectivement assez body horror. Et effectivement, Gomfidius, c'est là-dessus que je voulais venir. Moi, cette fin, je la trouve super maîtrisée, mais ce qui est hyper intéressant, c'est ce que ça va... Enfin, super maîtrisée, à part sur les problèmes d'écriture que j'ai soulevés plus tôt, mais ce que ça va apporter pour la suite, c'est qu'en fait, là, on arrive à un niveau où la malédiction, elle peut se propager à vitesse grand V, parce que si le principe, c'est que les témoins d'un suicide fait sous l'emprise de cette malédiction se retrouvent ensuite contaminés par cette malédiction, bah là, en fait, Sky, elle a contaminé l'entièreté du stade plein à craquer. Contaminé sa mère, son staff et tous ses fans. Donc, est-ce que eux, ils vont tous se retrouver porteurs de la malédiction? Pour moi, c'est vraiment ce que la fin du film nous dit. Après... Et donc, du coup, est-ce qu'ils vont faire un 3, sachant que Parker Finn a dit que, a priori, il avait plein d'idées possibles pour le 3, qu'il y avait plein de directions différentes dans lesquelles il pouvait partir, et que donc lui, il est déjà en train de réfléchir à un 3e film. Là, c'est un peu tôt pour dire, mais je pense que Smile 2 va fonctionner, et je pense qu'effectivement, il est très possible qu'un 3 se mette en place rapidement. Et là, on est sur un parcours logique, parce qu'effectivement, le premier, on était sur une histoire
très personnel, très intimiste, qui concernait une personne. Là, on passe sur une star qui a énormément de public, qui est très entourée, donc qui a beaucoup plus d'enjeux, et là, elle en arrive à contaminer une salle de concert. Et du coup, est-ce que dans le troisième, on va encore plus loin, et est-ce que on va devoir gérer plein de personnes en même temps qui ont toute la malédiction, et est-ce que la Terre entière va se retrouver menacée? Donc après, bon, ça peut devenir n'importe quoi, on sait pas, mais en tout cas, c'est un peu le chemin logique, c'est le chemin naturel de la chose. Ça m'intéresserait quand même de voir ça, j'avoue. Ou alors, est-ce que du coup, ils s'apercevront que c'est trop compliqué à gérer, trop compliqué à écrire, et du coup, ils vont dire non, mais en fait, la malédiction, ça fonctionne que sur une personne à la fois, voilà. Parce que là, c'est vrai qu'ils nous ont quand même fait deux films où ils n'ont pas soulevé la possibilité de la présence de plusieurs témoins, ni dans le premier, ni dans le deuxième, alors que c'est une question assez évidente. Donc voilà. On va voir si rétro-pédalent dans le 3 ou au contraire s'ils vont assumer ce parti pris vraiment jusqu'au boutiste. Moi j'aime vraiment beaucoup cette fin. Voilà, avec la révélation en plusieurs étapes de en fait telle chose c'était faux, telle chose c'était faux et telle chose c'était faux aussi. Et en fait tu vas pas t'en sortir et tu vas te retrouver à commettre cette mort atroce devant un parterre de fans. Mais Alexandre, justement, on en parlait hier soir, donc Alexandre d'Écran Large. Il me disait, mais toi qui es fan de films d'horreur, t'as forcément vu Action ou Vérité? Je lui ai dit, eh ben non, justement, parce qu'il paraît que c'est tellement pourri et ça avait l'air tellement pourri que j'avoue que je l'ai pas regardé. Il m'a dit, oui, t'as raison, c'est pourri, mais justement, lui, une des raisons pour lesquelles il a pas du tout aimé cette fin pour le coup, c'est parce qu'il estime que c'est la même que dans Action ou Vérité. Donc voilà, spoiler de Action ou Vérité pour les gens qui l'auraient pas vu, mais je pense que tout le monde s'en fout un peu de ce film. Ou à la fin, donc c'est pareil, les personnes se refilent la malédiction de Action ou Vérité, etc. Mais jusque où en fait leur but c'est en fait pour pas que la malédiction revienne trop vite vers eux, c'est de la propager à un maximum de gens en visio ou je sais pas quoi, à travers plus ou moins toute la planète, parce qu'ils se broadcast en train de passer la malédiction, enfin je sais plus exactement ce qu'il m'a expliqué, j'ai pas vu le film. Mais, et donc du coup pour lui ça reprenait trop le principe de Action Vérité, il voyait trop le truc venir, enfin de toute manière on le voit venir hein, honnêtement dans le film, mais encore une fois c'est pas grave parce que c'est suffisamment bien mis en scène. Et donc du coup lui il a détesté la fin pour ça. Mais moi je m'en fiche de Action ou Vérité et je trouve que la fin est vachement bien telle qu'elle. Et à la fin moi j'étais vraiment soufflée quoi. En plus ça s'arrête sur le corps de Sky dans cette espèce d'image horrible et ça reprend pas derrière quoi. C'est vraiment en mode et voilà c'est fini. Bonne ambiance et j'ai trouvé ça cool. Bref, pour revenir du coup un petit peu sur les significations. Parce que j'ai été amenée, là, comme j'ai publié justement hier un article sur Écran Large sur un peu le sens de la fin, ça m'a fait réfléchir un peu à différents aspects. En fait, pour les personnes qui l'auront vu, vous aurez peut-être observé. Parce que je me disais un peu, bon, alors au moment où on s'aperçoit que telle chose c'est faux, telle chose c'est faux, en fait, telle chose c'était faux, on se demande un peu, mais en fait, c'est faux depuis quand? Quand est-ce que commence le monde imaginaire de la malédiction dans le film? Qu'est-ce qui était vrai dans ce qu'on a vu? Qu'est-ce qui était faux? Qu'est-ce que voilà, où ça commence et où ça s'arrête? Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des points très précis qui avaient été délimités dans le film par notamment l'utilisation des costumes. Et donc, je vais revenir là-dessus. Vous avez, parmi les images qui défilent, là vous avez des photos d'une scène donc, où Sky fait son premier essai costume. Elle essaye un costume qui est une sorte de body pailleté à manches longues, qui est très très beau d'ailleurs, qui est dans les tons jaune et jaune, bleu, vert, entièrement pailleté donc, et qui représente des ailes de papillon. Voilà, celui-ci, qui est à l'image. Donc ça c'est dans cette scène-là. Elle essaye ce costume et donc elle a la première vision de Louis, donc le mec qui lui a transmis la malédiction, qui s'est suicidé devant elle. C'est la première vision qu'elle a de lui. Et c'est le moment où, de manière très symbolique, donc, comme il y a une autre photo qui le montre, où il lui tire la bouche pour faire une sorte de sourire. Et pour moi, c'est vraiment un symbole de, en fait, la manière dont il lui tire les joues pour faire un sourire, c'est une manière symbolique de dire, en fait, maintenant, voilà, c'est toi qui, c'est ta malédiction, c'est ton futur. Toi aussi, tu vas terminer avec ce sourire sur la figure et tu vas mourir, etc. Et en fait, ça pour moi, c'est vraiment lié au fait que donc elle essaye ce costume papillon et qu'elle dit après à son équipe, elle dit en fait je refuse absolument de porter ce costume sur scène. D'ailleurs à ce moment-là, très honnêtement, on a l'impression que c'est juste avant qu'elle monte sur scène. Enfin c'est un peu moins l'impression que ça m'a donné. En fait non, on s'aperçoit que c'est juste un premier essai costume parmi d'autres. Mais justement, je pense que la narration est un peu floue à ce niveau-là exprès. Et en fait, elle dit qu'elle refuse de le porter parce que en transparence avec la lumière sur son ventre, on voit la cicatrice sur son ventre, la cicatrice qu'elle a depuis le fameux accident où en fait elle a causé l'accident de voiture qui a tué son compagnon.
parce qu'ils étaient en train de se disputer au volant, et au bout d'un moment il lui a dit des choses horribles, et ils étaient tous les deux complètement défoncés, et elle a tourné le volant, et bref, ils se sont foutus dans le fossé, et le mec est mort. Et donc elle a été gravement atteinte aussi, et donc elle a une grosse cicatrice au milieu du ventre qui la fait souffrir, donc dans le ventre et dans le dos, et en fait, donc elle refuse de porter ce costume parce qu'on voit la cicatrice au travers. Le reste de l'équipe lui dit mais déjà ça se voit pas tant que ça, et ta cicatrice tu devrais peut-être l'assumer, elle est pas moche, et puis ça montre que tu t'es relevé, et machin machin. Et elle a dit non, je refuse, c'est hors de question. Et à la fin, chose très bizarre, quand elle arrive sur scène, après ce moment où elle pensait qu'elle était dans le fin fond d'un KFC en train de se faire réanimer par Maurice et tout, et ben en fait elle arrive sur scène et elle porte ce fameux costume qu'elle avait explicitement dit ne pas vouloir porter sur scène. Donc pour moi, en fait, c'est tout ce qui s'est passé à partir de ce moment, de ce premier essayage costume, et donc de ce moment où Louis lui a tiré les joues pour faire un sourire, là, pour moi c'est à partir de là que on bascule. Et que les choses ne se passent pas, et que donc elle ne peut pas avoir expliqué à son équipe qu'elle ne voulait pas porter ce costume. Pour moi, c'est ça, le début, et en fait, c'est très révélateur le fait que ce costume symbolise les ailes d'un papillon, parce que tout le parcours psychologique du personnage, tout son enjeu psychologique, c'est de réussir à dépasser ce traumatisme de l'accident. Donc elle l'explique à plusieurs moments, il y a des flashbacks qui reviennent à plusieurs moments et qui prouvent dans le film à quel point elle est hantée par ça et par sa culpabilité. On comprend à quel point elle est coupable dans cette histoire à la fin du film, justement, avec le dernier flashback. Et en fait, voilà, tout son enjeu à elle, c'est de réussir à dépasser ça et de, finalement, opérer une métamorphose comme un papillon, de reprendre son envol, de sortir de sa chrysalide, et de devenir une nouvelle Sky, de vraiment, elle explique aussi que ça passe par sa coupe de cheveux, etc. Et donc pour moi, le fait que ce costume symbolise des ailes de papillon, c'est vraiment pas anodin. Et en fait, le fait qu'elle refuse ce costume, c'est pas tant pour cacher sa cicatrice, c'est parce qu'elle refuse en fait de dépasser ça. Elle refuse de dépasser sa culpabilité, et aussi parce qu'elle a avoué à personne à quel point elle était responsable du coup dans l'accident et dans la mort de son compagnon. Et donc en fait, elle refuse complètement cette avancée. Et c'est là que la malédiction va pouvoir prendre possession d'elle en fait. Et justement, après ça, les costumes d'elle que vous allez voir sur scène, enfin le costume en l'occurrence, c'est le costume rouge métallique qui par ailleurs est absolument magnifique, que vous avez vu sur certaines photos aussi, qui est donc un body qui a aussi des ailettes rouges métalliques, donc des ailettes qui symbolisent aussi plus ou moins un papillon, mais genre un papillon dont la métamorphose se serait mal passée, quoi, qui serait un peu sorti froissé de sa chrysalide. Et en plus, ça fait un peu comme des ailes de diable, un peu sur le côté. Bref, voilà, ce costume-là, ça donne vraiment l'impression que ça, c'est le dark papillon. Ça, c'est vraiment c'est le pendant maléfique du coup de l'histoire, et que quand elle porte ce costume-là, on est bien dans la dimension de la malédiction, on est bien dans la dimension fausse, dans la dimension fantasmée. Et à la fin, on rebascule dans la réalité parce qu'elle a le vrai costume papillon. En fait, voilà, j'avais pas réalisé ça au moment de regarder le film, mais même si ça m'avait interloqué le fait qu'elle porte le costume qu'elle avait refusé de porter sur scène. Mais en fait, en réfléchissant à ça, en repassant le film dans ma tête, je me suis rendu compte que l'utilisation de ce costume était très très loin d'être anodine. Et en fait, ça va aussi avec la douleur qu'elle ressent à chaque fois qu'elle se penche ou qu'elle fait un mouvement de danse ou quoi vis-à-vis de sa cicatrice. Bah en fait, évidemment que cette douleur, c'est beaucoup plus la culpabilité. Bon, ça c'est vieux comme le monde, hein, comme symbolisme. C'est beaucoup plus la culpabilité qu'elle ressent vis-à-vis de ce traumatisme refoulé, qu'elle ne veut pas s'avouer à elle-même, qu'un vrai dommage physique, quoi. Voilà. Et donc tout ça pour dire que ce que le film essaye de dire, bien sûr, c'est que la haine de soi et la culpabilité, c'est des choses qui poussent à éloigner les gens autour de soi et à faire du mal, tout simplement. Et alors que elle a énormément de gens autour d'elle qui la soutiennent, donc sa mère, son équipe, voilà, elle finit par les éloigner d'elle, et en fait et à se rendre détestable auprès d'eux, mais justement parce qu'elle est dans la haine de soi, et du coup elle est dans la haine des autres, et elle refuse de dépasser cette culpabilité et d'avancer là-dessus, et c'est ça qui prend possession d'elle, parce que comme dans beaucoup de films d'horreur, si vous voulez, il y a une double lecture, enfin beaucoup de films fantastiques en tout cas. L'idée c'est que la malédiction, c'est elle qui se l'inflige en fait, c'est pas une vraie malédiction, c'est son traumatisme à elle qui prend possession d'elle.
enfin, vous n'êtes pas obligé de le lire comme ça, hein. Vous pouvez très bien lire le film en mode premier degré, et oui, elle va évidemment contaminer tous ses fans, et voilà. Mais là, moi, je trouve que l'écriture est très habile parce elle a vraiment enfin, elle suit le modèle type d'une écriture fantastique, c'est-à-dire que vous avez une interprétation rationnelle possible, qui est que, en fait, c'est simplement elle, enfin, il n'y a pas de vraie malédiction, que c'est elle qui crée son propre malheur à cause de sa haine d'elle-même et de sa culpabilité, et de son ressentiment. Ou alors vous pouvez partir du principe qu'il y a vraiment un démon qui prend possession d'elle. J'avais fait toute une vidéo d'ailleurs, parce que j'avais fait une vidéo d'analyse sur YouTube consacrée au personnage de Christine dans Jusqu'en Enfer, donc qui est aussi un film sur la malédiction. C'est exactement le même principe. Et Jusqu'en Enfer, je trouve passionnant aussi pour son écriture autour du principe de malédiction, et la manière dont en fait un personnage se maudit lui-même, et en fait et passe son temps, à force de culpabilité et à force de vouloir échapper à soi-même, sous forme de prophétie autoréalisatrice, finit par créer son propre malheur. Et en fait, c'est exactement ce que fait Smile 2 aussi. Et je trouve que c'est... Enfin, moi, j'adore en tout cas ce genre de thématique. Cette manière de, à la fois, exprimer de manière horrifique, fantastique, quelque chose qui, en fait, un aspect psychologique extrêmement rationnel, quoi. Voilà. Donc, bon complément à Jusqu'en Enfer, ce film. Voilà, c'est à la fois une suite de Smile 1, à la fois une suite de Jusqu'en Enfer. Enfin, non, j'exagère, mais en soi, voilà, encore une fois, on est sur un film qui est très bien réalisé, très bien foutu, qui fait peur, avec des artifices, encore une fois, ça fait 15 fois que je le dis, mais des artifices classiques, mais super maîtrisés. Et en plus, c'est vraiment un film qui est loin d'être con. Je dis pas que c'est un propos qui est révolutionnaire, ou je dis pas qu'il le dit de manière révolutionnaire, mais bah c'est vachement bien branlé, quoi. C'est vraiment pas anodin, c'est pas juste parce que les films d'horreur, si vous voulez, des séries B horrifiques qui ont un propos un peu psychologisant, un peu moitié feel good, moitié sur la culpabilité, à travers enfin en tout cas en tout cas un propos sur le fait de dépasser des démons, enfin nos propres démons, etc., et qu'il exprime à travers un prisme horrifique. C'est le cas d'énormément de films, hein, bien sûr, ils font quasiment à peu près tous ça. Ça, c'est vieux comme les histoires d'horreur tout court, hein. Et Edgar Poe, c'est que ça aussi, hein. C'est que des... Vous pouvez faire des analyses de base psychologique sur à peu près toutes les nouvelles d'Edgar Poe. C'est pas pour ça qu'elles sont pas brillantes, au contraire, elles le sont. Mais depuis l'influence de ce type de récit, on voit ça dans beaucoup de films d'horreur, mais ça a été rarement, enfin en tout cas ces dernières années, sur ce type de budget, sur ce type de modèle hollywoodien, ça a été rarement aussi bien foutu, je trouve. Et ce que je vous dis sur les costumes, ça peut paraître un peu évident quand je vous l'expose comme ça, peut-être un peu gros sabot. Dans le film, ça allait vraiment pas spécialement, hein. Moi, je me suis pas dit, quand j'ai vu le film, je me suis fait oh là là, c'est tellement épais. Enfin, c'est plutôt quand j'y ai réfléchi ensuite. Donc, c'est pas du tout quelque chose genre qu'on vous met vraiment in your face comme ça et qui vient un peu déranger le visionnage en mode oh attention, gros symbolisme. Non, c'est. Et puis d'ailleurs, il n'y a pas de discours qui est fait sur les costumes au-delà de ça, il n'y a pas de commentaire qui est fait plus que ça, mis à part le fait qu'elle dit on voit ma cicatrice au travers. C'est vrai, enfin je veux dire, on vient pas vraiment vous surexpliquer tout ce que le film essaie de vous dire. Merci pour le follow Wicked. On vient vraiment pas essayer de vous surexpliquer ce qui se passe à l'écran. Et ça fait vraiment du bien aussi, parce que maintenant il y a pas mal de films aussi un peu à message entre guillemets qui veulent vous faire comprendre qu'ils sont pas trop cons et qu'ils avaient un truc à dire, quoi. Là le film juste il fait passer tout ça par sa mise en scène, quoi. Par sa narration, par sa mise en scène, par son jeu d'acteur. Enfin c'est donc je trouve que c'est une hyper bonne surprise et que ça se tient vachement bien. Et encore une fois, Naomi Scott dans ce personnage, elle est vachement bien. Je ne la connaissais pas d'ailleurs, et je pense que jusque-là, de ce que j'ai vu qu'elle avait fait avant, donc encore une fois Jasmine dans le Aladdin live action et je sais plus quelle autre connerie, je pense que c'est une actrice, enfin je suppose, qui n'avait eu que peu d'espace pour s'exprimer, pour exprimer son talent. Là, dans ce film, c'est super costaud parce qu'elle est ultra intense tout le temps, parce qu'encore une fois, son personnage est extrêmement torturé. Elle est tout le temps en train de hurler, de pleurer, d'avoir peur, d'engueuler les gens, enfin plein de trucs. Et en fait, elle est jamais ridicule, elle est jamais over the top. Elle en fait j'allais dire elle en fait des caisses, non, enfin elle en fait des caisses dans le sens où son personnage est toujours extrême, mais qu'en fait c'est toujours juste, quoi. Et là pour le coup elle a vachement à bouffer, quoi. Elle donne vachement en tant qu'actrice, elle a vachement de trucs à jouer, et elle envoie de ouf. Je pense que ça doit être trop bien pour une actrice quand t'as eu des rôles un peu à la con comme elle a fait jusque là, de se dire que là on a un rôle, bah ouais, c'est l'héroïne d'un film d'horreur, ça peut être vu avec mépris par certaines personnes, mais en fait c'est un rôle hyper costaud pour elle, et c'est trop bien, quoi. Oui, voilà, c'est aussi l'une des drôles de dames du dernier film Drôle de Dame, Charlie's Angel, mais que j'ai pas vu, donc je peux pas m'exprimer dessus. Voilà.
Voilà, globalement, ce que j'avais envie de vous dire sur ce film. Avez-vous des questions, des remarques ou des insultes? J'espère qu'après je me dirai pas ah non, j'ai oublié de dire tel truc et tout. Mais encore une fois, voilà, je l'ai vu qu'une fois, je l'ai vu lundi, bon, j'ai pas eu le temps non plus de revenir énormément de fois dessus, énormément en profondeur, donc je sais pas, je passe évidemment à côté de choses, c'est obligé, donc n'hésitez pas à, comment dire, à alimenter si vous avez envie. Ah oui, non, mais c'est très intéressant, Chino. Franchement, je vous le conseille vraiment ce film. Vraiment. Si vous aimez avoir peur, mais pas que. Euh, même si l'horreur, c'est pas votre truc, encore une fois, c'est du vrai bon cinéma, quoi. C'est vraiment bien foutu. C'est sûr qu'on est là pour flipper, pour être impressionné par des images chocs, etc. Mais on n'en oublie pas de raconter une vraie histoire avec des vrais personnages vraiment bien construits, qui ont une vraie personnalité. C'est pareil, l'héroïne, c'est pas du tout juste une redite de la psychologie, enfin de la personnalité de celle du premier film. C'est vraiment deux femmes, c'est pas une femme template héroïne de film d'horreur, c'est vraiment deux personnages à part entière et c'est très cool. Euh, ah bah écoute, ça me fait plaisir, Kia. Bah, écoute, je comprends que tu puisses pas regarder ce genre de film, je comprends que ce soit pas pour tout le monde, effectivement. Bah si je peux te le faire vivre un peu par procuration, c'est avec plaisir. Oui, il n'y a pas que des trucs quali, hein, Chino, comme on l'a évoqué dans le stream actu film d'horreur il y a quelques temps, il n'y a pas que des trucs bien en ce moment, mais il y a beaucoup de trucs en tout cas, ça c'est sûr, et il y a quand même vachement de trucs intéressants. Et c'est pas fini, encore une fois, j'ai vu des projections presse sur lesquelles je peux pas m'exprimer, mais sur lesquelles j'ai hâte de pouvoir, enfin, sur des films que j'ai hâte de pouvoir débriefer avec vous. Bah ouais, Mira Mira, franchement, l'utilisation du costume, elle est toute bête en soi, mais elle est tellement juste bien utilisée et distillée dans le film, et ouais, bien pensé, quoi, que c'est canon, quoi. Franchement, j'espérais, parce que comme j'avais vraiment bien aimé le premier film, encore une fois, sans trouver que ça révolutionnait le cinéma, j'avais vraiment bien aimé le premier film, j'avais peur que la suite, comme beaucoup de films d'horreur, ce soit, bon bah, juste une redite mollasse, mollassonne, un peu facile, un peu, voilà, mais non, c'est le même auteur derrière qui, à l'écriture, à la réalisation, c'est son vrai projet depuis qu'il a réalisé le court-métrage dont c'est tiré, et le mec assure, et vraiment, il respecte son concept tout en le tirant plus loin, et tout en faisant passer la mise en scène et la direction d'acteur avant tout. Euh, Franchement, c'est tout ce qu'on demande, quoi. Euh, Quand le costume et l'habit en général accompagnent vraiment le personnage, c'est un énorme plus, je trouve. Absolument, Mira Mira. Ça me fait penser justement, quand je faisais des recherches pour ma vidéo sur Dracula qui est sortie sur écran large, là, il y a quelques temps, euh, j'étais retombée sur une interview de Coppola, ou je sais plus quel article, qui expliquait que pour Coppola, les costumes donc, qui étaient euh, ah merde, conçus par Eiko Ishioka, pardon, j'avais peur de pas retrouver son nom, dans Dracula, donc ils sont absolument sublimes. En fait, pour lui, les costumes étaient les décors en soi, quoi. Les costumes devaient représenter à la fois le décor, le background et la personnalité et les ambitions des personnages. Enfin, les costumes étaient vraiment archi centraux, presque aussi importants que les acteurs dans le film, et ça se voit évidemment dans le Dracula de Coppola. Et en fait, les costumes, ouais, sont le moyen de véhiculer tant de choses au cinéma, et c'est trop bête de pas les utiliser. Et là, vraiment, le film, le film le fait, encore une fois, sans en faire des caisses. Il utilise réellement les costumes pour tout ce à quoi les costumes peuvent servir. Et je trouve que c'est. Et encore une fois, de manière simple, hein, mais juste, il ignore pas cet aspect de son cinéma. Il l'utilise, et il l'utilise bien. Et putain, merci, quoi. C'est pas le réal qui va faire un remake de Possession? Ah, bonne question. Je sais pas, attends, je fais une petite recherche Google, n'hésitez pas à la faire aussi de votre côté. Le premier qui a la réponse donne la réponse. Enfin, oui, la donne. Je me rappelle plus du tout. Je sais même pas si j'ai vu d'ailleurs quel réalisateur était annoncé pour ce truc. Merci Chino de mettre les liens à chaque fois. D'ailleurs, ça me fait penser, n'hésitez pas. Sur la chaîne d'écran large, j'ai aussi récemment fait une vidéo sur American Psycho pour expliquer en quoi je trouve que c'est vraiment un bon film et que je ne veux pas qu'il soit que réapproprié par les communautés masculines à la con. Et, et voilà. Et donc, j'ai fait cette vidéo qui fait pas énormément de vues, mais dont je suis quand même assez contente. Et les gens ont l'air contents dans les commentaires. Donc, n'hésitez pas à jeter un oeil si vous avez envie de m'entendre encore plus parler de films, si vous n'êtes pas trop saoulés. Euh, Quelqu'un trouve le nom du. J'arrive pas à trouver le nom du réal. Ah si, ça, c'est ça. Mais ce projet réalisé par Parker Finn fait déjà polémique, absolument. C'est lui qui va faire ça avec Robert Pattinson, du coup. Incroyable.
Bah écoute, après, ça veut pas dire que, que ça vaut le coup de faire un remake de Possession, on verra, mais voilà. Mais d'ailleurs, en plus, il a été aussi annoncé hier que Luca Guadagnino, merde, je vais pas retrouver son nom, Luca, merde, je me rappelle jamais comment on dit son nom, la honte, va faire un remake de American Psycho aussi. Enfin, pas un remake du film, une nouvelle adaptation du roman de Bret Easton Ellis, surtout. Curieuse de voir ça. J'adore le film de Mary Harron, donc moi je ressens pas le besoin de voir un remake d'American Psycho, mais ça peut être intéressant. Luca Guadagnino, putain, je sais jamais comment bien prononcer son nom, je suis désolée. Donc ouais, beaucoup de remakes là qui arrivent. Après, pourquoi pas, enfin remake, encore une fois, le American Psycho sera pas un remake, sera juste une nouvelle adaptation, et pourquoi pas. Euh, mais voilà, je doute que je l'aimerais davantage que le film de 2000, mais on verra. Les séquences de répétition de danse et tout ce qui touche au showbiz m'ont beaucoup marqué. Il y a vraiment un malaise constant. On sent vraiment qu'elle est de plus en plus prisonnière de cette malédiction et de sa propre carrière. Ça a plus fonctionné sur moi que les jumpscares qui frôlent l'excès. Ah, t'as trouvé que les jumpscares frôlaient l'excès, Edoud? Ah ouais. Non, moi pour le coup, là, les jumpscares, vraiment, à chaque fois, je me suis dit, putain, oui, il y en a beaucoup, comme on peut s'y attendre dans ce genre de film, mais je les ai trouvés vraiment solides. Mais en revanche, oui, là aussi, je suis d'accord, j'ai pas trop insisté là-dessus, mais les scènes de répétition de danse, elles sont vraiment bien filmées, mais comme des scènes de répétition de danse, quoi. Le mec s'est dit, ok, je filme une scène de danse, bah, je la filme bien, je filme comme une scène de danse doit être filmée, avec du mouvement, je viens mettre en scène, je viens mettre en valeur la chorégraphie, même si ça dure que quelques secondes, même si c'est pas le centre de mon film, je le fais bien, quoi. Et le mec s'adapte vraiment aux situations pour adopter la mise en scène qui ira avec et faire honneur à tous les moments de vie du personnage qui font justement sa vie en dehors du simple aspect horrifique. Et ouais, c'est vachement bien. C'est trop rare. Ouais, oui, c'est ça, il a complètement pris le truc au sérieux. Il a tout pris au sérieux. Mais encore une fois, c'est pas étonnant parce que c'est son projet, c'est un truc qu'il écrit et réalise tout seul. Donc, merci Marc Salia, très cool la vidéo sur American Psycho, ça donne envie de le revoir en ayant ton point de vue en tête. Bah, écoute, ça me fait très plaisir. J'espère effectivement que j'aurai déclenché une vague de rewatch de American Psycho sous un prisme un peu différent. Voilà, écoutez, si vous n'avez pas davantage de choses à dire sur ce film, j'aimerais streamer demain. Je vais essayer de streamer demain. Je sais pas juste encore ce que je vais streamer. Soit j'ai le temps de préparer mon analyse de Silent Hill, mais j'ai un petit doute. Bon, si j'ai le temps, je fais ça. Si j'ai pas le temps, je ferai Immortality, je pense. En espérant pouvoir bientôt streamer le remake de Silent Hill 2. Mais voilà, pardon. Comme pour le moment c'est une exclue PS5, j'ai pas de quoi y jouer. Mais j'espère que je pourrai me débrouiller bientôt. Bref, merci, vous êtes relativement nombreux, ça fait plaisir, ça me fait vraiment plaisir que vous ayez été intéressés par ce sujet. Et écoutez, voilà, encore une fois, on se retrouve probablement demain, on se tiendra au courant pour quel sujet. Et merci d'avoir été là. Ce replay, enfin ce live sera disponible en replay sur Twitch pendant un certain nombre de jours et sera ensuite sur ma chaîne YouTube. Je vais peut-être même le poster très rapidement. Je vous envoie en attendant faire un petit raid chez Nathalie. Je sais pas ce elle est en discussion là, apparemment, je sais pas de quoi elle parle, mais Nathalie c'est forcément bien. Donc je vous envoie chez elle. Merci à vous d'avoir été là. Pourquoi ça marche pas? Voyez-moi galérer à faire un raid comme d'hab. Est-ce que là ça marche? Oui, ça marche. Incroyable. Bref. Merci à vous d'avoir été là et je vous dis à très vite, rapidement. Bisous, bisous.